La Covid a-t-elle fini d'animer les marchés ou constitue-t-elle toujours un risque actuellement? On parle d'ailleurs de Covid-19 et non pas de Covid tout court. Nous en parlons avec Alexandre Aizé, le CIO de Richelieu Gestion. Bonjour Alexandre Aizé. Bonjour. Bon, alors un thème très vaste, puisque du coup ça fait 1 an et demi que les marchés vivent au rythme de cette pandémie. On a quand même l'impression, si on regarde d'un œil très européen ou très occidental aujourd'hui, que c'est plus la principale crainte sur les marchés, qu'on est passé sur, des craintes qui étaient déjà présentes, mais de soutien de banque centrale, de reprise économique ou autre, alors qu'il n'y a pas si longtemps, tous les jours dans les points bourses, on parlait du nombre de contaminations, de est-ce qu'on va avoir un vaccin ou non. Est-ce qu'aujourd'hui, le sujet pandémie, même s'il est toujours d'actualité de manière générale et notamment au niveau sanitaire, sur les marchés, il a été relégué au second plan? Et disons que cette pandémie n'est plus vraiment un effet de surprise. En fait, ce qui impacte véritablement les marchés, c'est l'effet de surprise. D'une certaine manière, pour être un peu réfléchir de manière un peu prospective, on était plus en risque en janvier 2020 sur le Covid que l'on ne connaissait pas. Donc c'est un effet de surprise. Et alors que maintenant, finalement, on peut avoir des vagues successives, mais en fait, on sent que à la fois le marché est intégré, les effets de santé sont quand même beaucoup plus importants, et donc on n'est plus véritablement dans un effet de surprise. Donc il y a des marchés qui sont un peu plus résilients. En fait, un événement n'a pas forcément la même répercussion sur les marchés. Et là, on voit bien que le Covid maintenant, on a vu avec le variant Delta, a quand même eu un impact. Alors c'est vrai que vous avez raison. Le variant Delta, effectivement, a dû commencer à recréer quelques secousses sur différents indices quand même. Alors pas forcément en Europe, mais sur d'autres indices. En fait, en lien avec les économies qui avaient le plus de mal à se défaire de cette pandémie. Et il faut bien voir, effectivement, le Covid n'est pas terminé, puisqu'on parle encore de 3e, 4e dose. Donc en fait, ça va suivre encore des mois, voire des années. Mais d'une certaine manière, on va voir, il faut vraiment analyser l'impact Covid sur les économies et l'impact Covid sur les marchés financiers. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Prenons un exemple, pour être un peu provocateur. Si demain, on arrêtait complètement... le Covid, c'était fini sur la planète entière. Toutes les économies repartiraient de manière stratosphérique, c'est-à-dire quelles que soient les zones géographiques. Et là, vous auriez effectivement des inflations, on parle d'inflation maintenant, mais on aurait des inflations sans commune mesure, avec des goulots d'étranglement et des chaînes logistiques complètement stoppées. Et là, d'une certaine manière, on pourrait partir dans une situation de crise financière parce que tout serait stoppé. Donc il faut vraiment lisser le retour. Et d'une certaine manière, le Covid n'est plus véritablement un risque, mais... Financier. Financier, mais par contre, c'est une excuse, en tout cas un catalyseur pour des plans de relance, pour des banques centrales plus accommodantes, en tout cas plus accommodantes que ce qu'elles ne devraient être. Donc c'est ce qui va accompagner le marché, parce que finalement, c'est cet impact du Covid sur l'inflation, par exemple, qui va être scruté. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que vous scrutez, vous, si effectivement il y a plus cette surprise Covid? Qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez ce qui se passe du côté des banques centrales, vous regardez ce qui se passe du côté de l'inflation. C'est ça aujourd'hui les risques, entre guillemets, sur les marchés? C'est un peu moins de soutien? Alors le risque, effectivement, c'est un peu moins de soutien. La liquidité, c'est extrêmement important. Ce que l'on peut dire quand même, c'est qu'on va être dans une situation, alors c'est toujours facile de le dire, mais un peu plus volatile, pour une seule raison, parce que effectivement, on était dans une situation où on avait un amas de liquidité constant. Et évidemment, quand le retrait se fait, il y a un peu plus de volatilité. En tout cas, il y a des secteurs, des supports d'investissement qui vont un peu plus souffrir. Ceux, d'une certaine manière, qui avaient vraiment participé à... Et ça, c'est pas une bonne nouvelle qu'il y ait un peu plus de volatilité? Alors, c'est une bonne nouvelle, et je pense c'est voulu. Et je pense que pour les marchés financiers, ça va recréer des primes de risque. Parce qu'il y a différentes manières de recréer des primes de risque. C'est monter les taux d'intérêt, donc là, ou créer plus de volatilité, donc augmenter la prime de risque. Et d'une certaine manière, même les banques centrales seront amenées, à mon sens, à donner effectivement des indications pour augmenter la volatilité et éviter, parce que je pense que c'est un vrai sujet pour 2022 ou même pour 2023, de crise financière, c'est éviter des bulles d'actifs. Quand vous avez des taux d'inflation qui vont rester élevés encore 1 an et des taux d'intérêt extrêmement bas avec une croissance économique qui va être quand même importante, puisqu'on est sur un effet d'accélération, en fait, le risque, c'est les bulles.
Bien sûr. Et on voit ce qui se passe en Chine. La bulle immobilière qui s'est mise en place quasiment depuis 2010-2011, quand il y a eu la crise, et d'une certaine manière, ils n'ont pas géré l'immobilier, et maintenant ils sont obligés vraiment de ralentir l'économie, quitte à mettre le Mais pays donc dans ça, une c'est pas situation. forcément en lien avec la pandémie, peut-être avec une reprise rapide post-pandémie, mais en fait, finalement, la crise aurait été un accélérateur là aussi, comme elle l'a été sur plein d'autres sujets. Alors, c'est un sujet sur lequel on travaille, nous, c'est est-ce que cette crise pandémique a été un accélérateur ou est-ce que ça a été un déclencheur où vraiment on a changé certains paradigmes. Okay. Et effectivement, quand on regarde, on a fait des études et on a écrit pas mal de choses là-dessus, c'est par rapport aux agents économiques et à leur comportement, il y a des choses, effectivement, des accélérations. La transition énergétique, c'est clairement une accélération. Alors, pourquoi c'est lié ? C'est lié au fait qu'on doit trouver d'autres sources de croissance et un projet commun. Et finalement, ça a été l'excuse. Et on voit bien que la transition énergétique, on parlait des banques centrales, en fait, les banques centrales deviennent des acteurs pour la transition énergétique, ce qu'elles n'étaient pas avant. En tout cas, ce n'était pas leur boulot. Maintenant, ça devient leur boulot. Quand on voit sur les réseaux sociaux, Christine Lagarde, même la banque chinoise, parlent tous de transition énergétique parce que ça va être un acteur. Donc on sait que les banques centrales, maintenant, vont être des acteurs omniprésents dans l'économie et sur les marchés financiers, ce qui n'était pas véritablement le cas avant. Après, vous avez sur la digitalisation, etc., là, ça a été des accélérateurs, des entreprises qui finalement avaient réussi à prendre le pari, en tout cas l'investissement sur la digitalisation, effectivement sont les grands gagnants, celles qui se sont pas mis à... Voire même les seuls, alors je ne sais pas, mais en tout cas les très très grands gagnants, effectivement, si on regarde sur les marchés américains. Globalement, les grandes entreprises ont été les grandes gagnantes de cette crise du Covid. Oui, les résultats étaient très bons. Les résultats étaient très bons, les marges historiques, les marges sont à des niveaux historiques. Elles ont appris depuis 2008 à serrer les coûts, à transformer les coûts fixes en coûts variables. Et effectivement, on voit des impacts d'inflation qui arrivent en plus à être répercutés. On verra en 2022 comment ça se passe. Mais en fait, les entreprises ont été quand même exceptionnellement bien lotis dans cette crise. Et si on pense aux entreprises zombies, du coup, une fois les aides retirées, qu'est-ce qui là, ça va secouer quand même un peu? Ça peut secouer. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas rentables. Mais alors, on a découvert une espèce de formule magique, c'est pour qu'il n'y ait pas de crise, il ne faut pas qu'il y ait de défaut. Oui. Donc, alors, le problème, c'est que quand il y en a un petit, ça va. Bon, ce qui se passe en Chine, quand il y en a beaucoup. En Chine, ça va être peut-être compliqué, ça va secouer. Mais finalement, quand il n'y a pas de défaut, vous pouvez vous permettre d'avoir des taux d'intérêt et même des primes de risque très faibles, et puis engager du levier un peu plus important. Alors, c'est une formule un peu magique finalement on a mis en place. Encore une fois, c'est tous des outils qu'on a créés après la grande crise financière de 2007-2008, qu'on a utilisé encore plus rapidement. Et qui marche en fait, grosso modo, ce qu'on a dit, c'est que quand il y a une crise, il faut recréer de la richesse et puis ça doit repartir. Bien sûr. Alors à chaque fois, on recrée de la richesse et puis par contre, les États se mettent en face. On voit que les dettes d'État sont de plus en plus importantes parce que finalement, c'est l'État qui amène, les banques centrales aussi, mais les États. Et je pense que le risque important par rapport à cette Covid-19, c'est en 2022, c'est justement, ça peut venir des États. Autant les banques centrales sont bien au courant qu'il faut lisser, il faut garder quand même de la liquidité, des niveaux de financement et de crédit. Mais ça veut dire quoi? Pour éviter des défauts d'entreprises zombies. Mais un défaut d'État, du coup? Non, c'est pas un défaut d'État. Là, ça n'existe plus. Oui, justement, un des grands changements, c'est les États, pas de crise souveraine. La Grèce, l'Italie, alors que c'est dans une situation, les spreads, on n'est pas comme en 2008 ou comme en 2011, donc il y a une solidarité qui s'est créée, donc ça c'est quand même très très important. Et puis au niveau des États, le risque c'est des changements fiscaux, c'est-à-dire qu'à un moment, et là on n'est pas... Il va falloir faire rentrer de l'argent. Oui, et on n'est pas dans une banque centrale qui voit à long terme et qui gère, parfois il y a des enjeux politiques qui font que pour plaire à la population, etc., il va falloir d'une certaine manière peut-être taper sur les grands gagnants. Alors, les entreprises, les ménages les plus riches. Et ça va être un doute. En France, effectivement, alors c'est pas le monde, la France, mais il y a les élections présidentielles. On va se poser la question. Donc les changements de régime ou les changements de régime. Quand on voit effectivement les niveaux boursiers, on va dire finalement les patrimoines ont gagné beaucoup d'argent. Vous regardez aux États-Unis, le Parti démocrate est quand même assez éclaté, avec des gens qui sont quand même plutôt à gauche. Dans les discussions qu'on va avoir sur les plans de relance, ce fameux plan de relance, on va avoir une velléité de financer par, effectivement, on parle du prix des médicaments, on parle des impôts sur les plus-values, etc. Donc c'est quelque chose. Et ça, autant
vous avez des acteurs comme les banques centrales qui sont bien au fait et qui ne veulent pas créer de crise, autant quand vous êtes politique, d'une certaine manière, les marchés financiers... Oui, les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc on peut avoir en plus cette volatilité et avec toujours sous-jacent cette Covid-19 où on aura toujours un risque dont on dira toujours, bon, il faut un peu dépenser, on a toujours ce risque que ça revienne. Bon, Merci beaucoup Alexandre Aizé de nous avoir détaillé tous ces risques ou tous ces enjeux dans une dizaine de minutes. Je rappelle que vous êtes CIO chez Richelieu Gestion et on se retrouve nous tout de suite dans le Club Expert.